partagée accompagne et finance des projets de production d'énergie renouvelable essentiellement, même si nous avons vocation aussi à accompagner des projets de maîtrise de la demande en énergie et on travaille aussi dessus. Donc on accompagne et on finance, donc accompagner à travers notre présence sur les territoires, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Île-de-France, en région centre, et il existe d'autres animateurs régionaux rattachés à d'autres structures un peu partout en France qui sont là pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir vous accompagner sur la partie juridique, sur la mobilisation locale en tant que donc collectivité territoriale, mais aussi groupe de citoyens. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous organisons aussi des temps d'échange dans le cadre de formation et des temps d'échange à distance, puisque il est important pour nous d'organiser les témoignages de personnes et de structures qui s'engagent dans la production d'énergie renouvelable, et même si notre intérêt est l'intérêt du territoire, il est important aussi de pouvoir organiser ces échanges à distance et grâce à Internet. Le dernier aspect d'énergie partagée, eh bien, c'est le financement, puisque nous avons créé un outil d'investissement qui s'appelle Énergie partagée investissement, qui est là pour pouvoir investir dans le capital des sociétés locales grâce à l'épargne des citoyens. Donc c'est aussi repenser le circuit de la finance et faire en sorte de recollecter les épargnants avec des projets locaux. Voilà très brièvement la description d'énergie partagée. Aujourd'hui, on va donner la parole à deux élus, donc c'est la deuxième fois que l'on fait ça. Donc on a normalement beaucoup de participants qui sont issus des collectivités territoriales, élus et agents territoriaux. Et pour nous, c'est une première session sur l'investissement des collectivités territoriales. Donc, ce sera une première session. On donnera la parole à d'autres élus par la suite. Donc, on souhaite donner la parole. En tout cas, vous allez voir intervenir deux élus aujourd'hui. Bertrand Spindler, qui est maire de La Tronche et vice-président à la transition énergétique de Grenoble-Alpes Métropole, qui va nous parler précisément du projet solaire d'ici, dans lequel la métropole a décidé d'investir. Et puis Vincent Gay, qui est élu de la commune de Crolles. Pourquoi je dis que c'est une première? Puisque ce sont les deux premiers témoignages d'une nouveauté dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, et notamment de l'article 109 qui autorise les collectivités territoriales à pouvoir investir directement dans des sociétés anonymes et des sociétés par action simplifiée. Donc, avant de donner la parole à Bertrand Spindler de la métropole de Grenoble, je vais donner la parole à Jean-Éric Parizeau, qui est juriste pour Énergie partagée et Enercop, qui va nous présenter très brièvement le cadre de l'article 109 de la loi sur la transition énergétique. Et avant de vous donner la parole, juste donc vous en tant que participant, malheureusement vous n'avez pas le droit à la parole, je dirais orale, mais en tout cas n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc dans l'espace en bas à gauche qui est intitulé conversation. On les prendra en compte, on laisse chaque intervenant intervenir pendant 20 minutes et ensuite il y aura donc 20 minutes de questions-réponses. Voilà, et le son est mauvais. Est-ce que ça va mieux ou il faut que je revoie le son? Est-ce que vous nous entendez bien? D'accord. Alors, c'est trop fort en fait. C'est certain. Voilà.
Donc normalement, j'ai modifié le son. Bon, le principal c'est d'entendre et de bien entendre. Donc écouter Jean-Éric et puis après on donnera la parole à Bertrand Spindler. Je laisse Jean-Éric par réseau présenter brièvement le contenu de l'article 109 et les enjeux autour de l'article 109. Bonjour à tous. Alors, rapidement, en fait, juste pour préciser, là, je vais juste parler de la base juridique qui permet aux collectivités territoriales donc de participer au capital d'entités privées. Alors, c'est l'article L2253-1 du CGCT qui règle donc ces questions de prise de participation des collectivités dans des entités privées. Alors le 2253-1 là donc du CGCT, le principe, donc il pose le principe en gros, c'est l'interdiction pour les entités publiques de participer donc au capital de sociétés privées. Et à la suite, donc il édicte un certain nombre d'exceptions. Donc parmi les premières exceptions, donc celles qu'on avait avant la loi de transition énergétique, il y avait la possibilité pour les collectivités de participer dans des SEM. Ensuite, il y a eu la loi de 2014 sur les sociétés d'économie mixte à objet unique qui ont permis aux collectivités donc également de participer à des entités de prendre des participations dans des entités privées. Et récemment, donc à l'été 2015, on a eu l'article 109 de la loi de transition énergétique qui est venu modifier encore une fois cet article 2253-1 du CGCT pour permettre aux collectivités donc d'intervenir au capital de sociétés anonymes et de sociétés par action simplifiée qui ont pour vocation le développement d'énergie renouvelable. Sur cette participation, donc spécifiquement dans les SAS ou les SA ayant pour objet le développement d'énergie renouvelable, il y a une question qui se pose, c'est le montant de la prise de participation. Alors à ce jour, c'est vrai que la loi, la façon dont est rédigé l'article est un peu laconique, donc du coup, il y a une petite imprécision, il y a une petite incertitude. Alors, concrètement, parce que en principe, il n'y a pas de vide juridique, ça n'existe pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que on recommande donc aux collectivités d'intervenir maximum à 50% du capital, parce qu'au-delà, il y a le risque que ça puisse être requalifié en SEM par le juge administratif. Et donc en tout cas maximum 50% et minimum 33%, de manière à avoir une minorité de blocage. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole aux deux intervenants. Très bien, merci Jean-Éric. Et donc après cette lecture juridique, on va passer au concret. Donc avec Bertrand Spindler de la métropole de vice-président à la transition énergétique de Grenoble-Alpes Métropole, qui va nous faire part justement de la décision de la métropole de pouvoir investir dans un premier projet photovoltaïque qui s'appelle Solaire d'ici. Donc voilà, on lui a demandé de pouvoir orienter son intervention en tant qu'élu et savoir le cheminement et les décisions qui ont été prises, comment la métropole a pris ces décisions et avec quels avis, etc. Donc Bertrand Spindler, si vous pouvez donc démarrer votre webcam, voilà, et puis, donc bien activer votre micro et je vous laisse la parole. Si vous pouvez juste démarrer, partager la webcam et c'est parti. Voilà, bonjour à tous. Donc, d'abord recaler un peu le cadre puisque le Grenoble-Alpes Métropole donc regroupe 49 communes et 450 000 habitants, avec des zones à la fois très urbaines, c'est Grenoble et la première couronne, et puis des villages, y compris des villages de montagne. Donc cette diversité de collectivités. Donc anciennement donc communauté d'agglomération, s'était lancée dès 2005 dans un plan air-climat avec des
objectifs sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la consommation d'énergie, mais aussi sur la production d'énergie renouvelable. Donc, depuis le 1er janvier 2015, donc ce nouveau statut de métropole, la compétence énergie est passée à la métropole, donc passée des communes à la métropole, et la métropole a décidé donc de faire un plan de transition énergétique qui se met donc dans ce qui est montré sur cette diapo, sur cette image-là, qu'on a le cadre global donc de la COP 21, de la loi de transition énergétique, du schéma régional climat, air, énergie, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis le territoire à énergie positive, où on a des contrats là dans ce sens-là, et puis on arrive au plan air, énergie, climat de la métropole, donc le schéma habituel du global au local, avec donc sur la production d'énergie renouvelable des ambitions particulières d'augmenter nos productions à différentes échéances. Alors, on ne part pas de rien, puisque actuellement, en tout cas sur les chiffres de 2014, les énergies renouvelables représentent à peu près 15% de la consommation totale d'énergie du territoire, avec cette particularité donc, qui est signifiée sur le camembert à gauche. Donc, on a des barrages hydroélectriques sur le territoire, ce qui montre qu'on a une importance des énergies renouvelables hydroélectriques. Et puis ensuite, c'est le bois, puisqu'on a encore sur la commune, à la fois sur le territoire, à la fois sur les parties urbaines, mais aussi à la campagne et dans les montagnes, des consommations de bois pour le bois de chauffage, et une partie aussi sur notre réseau de chauffage qui est alimenté au bois. Le réseau de chauffage, donc, qui alimente à peu près 90 000 équivalents foyers, donc ils sont chauffés avec du chauffage urbain, un réseau très important qui est le deuxième après Sud Paris. Et puis sur le camembert de droite, c'est ce qui correspond plutôt à des consommations beaucoup plus faibles en pourcentage. Par contre, on a les consommations en gigawattheure, donc où on trouve ici du solaire photovoltaïque, du solaire thermique, mais qui sont donc de l'ordre de 7 gigawattheures par an. Alors, je vais vous parler plus précisément de deux projets de société donc, qui sont aidés par la métropole sur le photovoltaïque. Donc là, il y a des petites images qui vous racontent un petit peu l'intérêt, donc les emplois sur place, donc de faire quelque chose aussi dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, de travailler dans le cadre de lutter contre le réchauffement climatique, augmenter donc les énergies renouvelables, pardon. Voilà. Alors, plus concrètement, donc premier sujet, donc parc au sol, des ombrières photovoltaïques sur des parkings relais initiés par GEG. Alors GEG, c'est une particularité pour la ville de Grenoble qui a sa propre compagnie de distribution du gaz et d'électricité. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté depuis l'histoire, une particulière à Grenoble. Et puis le deuxième, Solaire d'ici, c'est sur celui-là que je vais me donner plus de détails. Donc l'objectif, c'est d'arriver à produire donc de l'électricité photovoltaïque, la participation financière des citoyens avec des modalités que je vais expliquer. Et puis le soutien technique et logistique et financier de la métro. Donc parc au sol, un petit mot, quand on dit ombrière photovoltaïque, on a des parkings, notamment des parkings relais qui permettent d'arriver de l'extérieur du centre de la métropole et de se garer à proximité ou juste à côté des lignes de tram. Et l'idée, c'est de construire sur ces parkings des ombrières, c'est-à-dire finalement des endroits où on va mettre du photovoltaïque, comme vous le voyez sur l'image. Donc, on a repéré là trois parkings avec donc toutes les contraintes qu'il faut y faire. Et les participants, donc GEG, j'ai cité, OSE, donc c'est la société de financement qui est dans le cadre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis la métro qui finance aussi en particulier, et puis un appel aussi à l'épargne des citoyens. Mais je vais plus
maintenant parler du projet plus solaire d'ici. Donc, c'est pour ce projet-là que je vais donner plus de détails. Donc, la métro a été approchée par Enercop Rhône-Alpes début 2015, au moment justement où la métro a pris la compétence énergie. Et puis, donc, la métro, donc ce projet a été présenté et la métro a décidé donc, de le soutenir avec une subvention qui a été prise sur le budget de l'économie sociale et solidaire pour lancer le projet. Donc, ça veut dire un soutien financier pour que les ENERCOP puissent mettre des personnes et étudier ce projet. Donc, la métro a soutenu, l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat également, une association d'habitants, l'AGLO, et puis également des citoyens volontaires qui se sont regroupés pour mettre en place d'abord donc un comité de pilotage pour débroussailler tout le projet, en particulier au niveau juridique avec ce qui a été cité tout à l'heure, cette nouvelle type de société SAS. Donc le but c'est de trouver des toitures, donc soit des particuliers, soit des bâtiments publics. Ensuite, il faut trouver, donc, trouver les toitures, trouver des financements. Et puis l'idée aussi, c'est que c'est la société qui porte le projet elle-même, les citoyens n'ont rien à payer. Et par contre, quand l'électricité est vendue, elle va permettre de faire de nouveaux projets. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'est ce qui a été cité, cette nouveau type de société avec un travail juridique qui a dû être fait pour comprendre bien comment la chose doit se faire. Donc cette étude donc, du comité de pilotage a conduit à ce statut de SAS par action. Et donc la métro, au vu du projet qui a été continué à être porté et que comme il a mûri, à un moment donné, on a dit on décide d'y aller. Avec voilà ce qui est prévu au niveau de la gouvernance donc de cette SAS énergie citoyenne, avec donc un collège de citoyens, un collège de collectivités, un collège d'hébergeurs. Hébergeurs, c'est les personnes donc physiques ou morales qui vont proposer leur toit, des personnes morales et puis des partenaires et fondateurs, donc qui vont permettre, comme vous le voyez, d'avoir un nombre varié de représentants au sein du comité de gestion, donc comité de gestion ou conseil d'administration, donc ça s'appelle le comité de gestion donc pour cette SAS. Donc les collectivités, par exemple, désignent chacune, celles qui participent, donc vont désigner chacune un représentant à l'Assemblée générale, et puis ensuite il y aura pour les collectivités donc 3 personnes au maximum pour le comité de gestion. Alors actuellement donc la société elle-même, la SAS, donc énergie citoyenne, va être créée à l'automne 2016 avec le projet Solaire d'ici, donc ça c'est le nom du projet, énergie citoyenne, c'est le nom de la société. Actuellement, donc il y a un certain nombre de collectivités, donc de communes au-delà de la métropole, donc qui regroupent les communes. Il y a des communes qui ont commencé à dire moi ça m'intéresse d'y aller, d'une part dans la gouvernance de la société en prenant des parts et d'autre part en proposant des toitures. Donc je vais prendre l'exemple de ma commune, La Tronche, qui est juste à côté de Grenoble, où là le travail avec Enercop a permis de sélectionner 4 toitures du domaine de la commune. Alors, il faut que ces toitures aient la bonne orientation, une surface intéressante, une pente intéressante. Et on est rentré maintenant dans l'étude un peu technique de faisabilité. Il faut encore vérifier que la toiture peut supporter un certain nombre, peut supporter ces photovoltaïques. Mais on est rentré vraiment dans le concret, sachant que ce que j'ai dit tout à l'heure, la SAS elle-même sera créée officiellement à la rentrée. Donc, première tranche donc, des toitures sélectionnées. Deuxième tranche, l'appel aussi aux citoyens.
Et puis troisième tranche, on va essayer donc au fur et à mesure que le projet sera connu et que les choses vont faire un petit peu boule de neige, que ça va augmenter le nombre de toits. Alors, au niveau, donc les communes, on a déjà 5 ou 6 communes qui ont donné leur engagement. On a aussi, parce que ça commence à être connu, des citoyens qui commencent à dire, ben moi, je souhaite participer au financement ou bien je souhaite proposer mon toit. Donc, on ne voit pas tout bien les logos, mais ceux qui sont du coin connaîtront les villes donc, qui participent, donc Échirolles, Saint-Égrève, Poisat, la ville de Grenoble et puis la ville de La Tronche. Et puis, vous avez les logos des différents partenaires. Donc, il faut une délibération des collectivités pour s'engager. Donc, la ville de La Tronche, par exemple, va délibérer lundi prochain. La métropole a délibéré fin mai. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai dit, la délibération de la métro le 27 mai, dans cette délibération de s'engager dans ce projet avec une participation au capital à hauteur de 20 000 € pour la métropole. À titre d'exemple, la ville de La Tronche participera à hauteur de 1 000 €. Voilà, donc là, vous voyez rien, mais c'est la délibération de la métropole, donc vous pouvez la récupérer si ça vous intéresse ou la télécharger sur le site de la métro. Et puis, il y aura, donc la présentation là se termine sur cette image qui est l'événement de lancement qui va être fait donc le mercredi prochain, donc 22 juin, à La Tronche, pour à la fois présenter le projet publiquement avec tous les intervenants et tout notre réseau qui est invité, et puis qui va permettre aussi aux citoyens, par exemple, de s'engager. Voilà, donc j'attends maintenant vos questions. Je vérifie si j'ai pas oublié trop de choses. Voilà. Merci Bertrand. Donc on a plusieurs questions. Avant de passer aux questions des participants, j'aimerais que vous reveniez sur un peu le cheminement de la métropole, de l'idée d'investir dans ce projet jusqu'à la délibération. Est-ce que c'est possible de nous préciser comment ça s'est déroulé, qui a eu l'idée, comment ensuite cette idée a fait son chemin dans les différents services de la métropole pour arriver jusqu'au vote de la délibération? Alors, la saisine de la métropole, c'est bien parti d'Enercop. Donc, l'initiative, c'est cette société coopérative qui a demandé à la métro. Et donc, la métro, comme ça correspondait tout à fait à ses objectifs politique sur sa politique de l'énergie. Donc, ça a été d'abord instruit par les services de la métro qui s'occupent de l'énergie, et puis par les élus, et très rapidement, ça a été, après, c'est passé sur le principe, le premier vote, ça a été de financer l'étude. Donc, là, c'était dans le cadre de la mission économie sociale et solidaire. Donc, c'était le premier engagement de la métro en disant, y compris donc l'engagement politique de tous les élus, puisque ça a été voté au conseil de métro en disant on y va pour lancer l'étude. Et il n'y a pas eu, c'est quelque chose qui s'est fait de manière assez naturelle et sans obstacle particulier pour aller sur ce projet. Donc ensuite, le projet a été instruit pendant à peu près 1 an, et puis une fois qu'il a été mûr, le deuxième vote pour l'engagement financier de la métropole. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais pour nous, c'était quelque chose qui allait dans le sens de notre volonté exprimée dans ce plan énergie climat, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production énergétique des territoires. Et puis, on a reçu donc le soutien pour l'instant de 6 communes sur les 49, mais on ne désespère pas de convaincre les autres. D'accord. Quel a été le montant de la participation au capital d'énergie citoyenne de la part de la métropole? Alors, la métro, c'est 20 000 €, donc ce qui correspond, je crois, à 200 parts.
L'objectif, je crois, c'est de réunir au moins 60 000 € pour pouvoir démarrer. Mais comme ça a été dit aussi tout à l'heure, il ne faut pas que il faut qu'il y ait aussi voilà, des partenaires extérieurs, qu'il n'y ait pas que les collectivités. Très bien. Je vais commencer par la dernière question qui est vraiment liée au sujet du webinaire. Quels ont été les principaux freins et les questions des élus avant le vote de la délibération? Alors l'idée c'était il n'y a pas eu, je pense, il n'y a pas eu beaucoup de freins. En plus, il faut savoir que dans les instances de la métropole, quand on passe en conseil de métropole en particulier, où on a une centaine de délibérations à passer, il y a des délibérations qui sont votées finalement sans débat pour aller plus vite, et celle-là en faisait partie, ce qui montre que c'était quelque chose qui ne suscitait pas particulièrement de questions ou de débats. Alors, les délibérations sont vues bien évidemment en commission au préalable, et dans la commission, c'était plutôt, là aussi, il n'y a pas eu énormément de débats, et moi j'ai plutôt insisté en disant aux communes, venez aussi avec vous étudier sur vos toits dans vos communes celles qui peuvent être présentées. Mais je n'ai pas senti beaucoup de freins, même si le vote n'a pas été unanime, mais ça c'est après les choix politiques ou les découpages politiques au sein de la métropole qui fait qu'il y a des positions qui peuvent être prises par les uns ou par les autres. Très bien. Dans la société de projet Énergie Citoyenne, quelle est la répartition des droits de vote? Et donc, et notamment préciser ceux du collège des collectivités territoriales. Revenir au petit schéma, voilà celui-là. Donc c'est le petit les petits pavés roses là à droite. Alors on voit peut-être pas très bien, ça dépend de la résolution des gens, mais les citoyens le conseil de gestion donc du nombre de personnes, donc les citoyens seront 5, les collectivités 3, les hébergeurs 2, les personnes morales 2 et puis les fondateurs 5. Donc ça c'est l'ensemble, sachant que c'est l'Assemblée générale donc qui va désigner les représentants au comité de gestion, et tous les membres de l'Assemblée générale votent pour l'ensemble du conseil de gestion. Par contre, la volonté, là, c'est de limiter le nombre de représentants des collectivités à 3 au maximum. Donc, même si dans les fondateurs, il peut y avoir aussi, notamment des collectivités comme la métro, qui sera plutôt considérée comme membre fondateur puisqu'elle a participé dès le début et financé la construction du projet. Mais vous voyez que l'idée aussi, c'est vraiment qu'on soit dans quelque chose une gouvernance avec les citoyens. Donc, c'est vraiment l'économie sociale et solidaire où les citoyens gardent leur présence dans la gouvernance de cette société. Et je pense que là aussi, on va peut-être innover dans ce type de fonctionnement, et ce sera quelque chose d'important à suivre, la manière dont on arrive à associer les citoyens et puis les collectivités. Très bien. Oui, on voit à travers votre explication que la métropole a joué un rôle à la fois d'investisseur, enfin joue un rôle d'investisseur, mais aussi de soutien dès le départ en fait au projet, à travers notamment la subvention attribuée à Enercop Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez un peu plus détailler cette partie-là? D'une part, quel a été le montant de la subvention? D'autre part, pourquoi avoir sollicité les services de l'économie sociale et solidaire et pas plan climat, pas énergie, et puis peut-être préciser quel a été le rôle, alors après on pourra te poser la question à Enercop Rhône-Alpes aussi, mais quel a été le rôle
d'Enercop Rhône-Alpes dans ce projet. Voilà, est-ce que c'était plutôt technique ou est-ce que c'était sur l'élaboration et la structuration du projet? C'est plusieurs questions en ligne, donc je peux les reprendre au fur et à mesure, hein, s'il faut. La subvention de départ, donc c'était 15 000 euros, mais on sait que pour monter ce type de projet, ça prend du temps, et du temps, je veux dire, intellectuel, c'est-à-dire il faut et de contact, trouver les bonnes personnes. Comme c'est une nouvelle loi, il fallait aussi qu'il y ait un travail juridique, et tout ça, ça mobilise des personnes. Et donc cette subvention a permis justement de subventionner de donner notamment à Enercop, qui était le porteur du projet, en disant, ben voilà, vous avez du coup de l'argent pour financer les personnes qui concrètement vont aller voir, vont faire les recherches juridiques, vont rechercher au niveau technique, faire des réunions, trouver des personnes. Mais c'est toujours du travail, ça, qui prend du temps et qui prend de l'argent aussi, puisqu'il faut financer les personnes qui vont faire concrètement ce travail. Donc ça, c'était important. Alors pourquoi ça a été fait par l'énergie sociale et solidaire? Simplement, c'est parce que la métropole a un budget qui est consacré à l'énergie sociale et solidaire un peu chaque année, et c'était plus simple de prendre sur ce budget qui existait en disant, ben voilà, c'est sur ce budget global annuel, une partie va être prise pour cette étude-là, plutôt que de créer dans le budget qui était déjà voté une nouvelle ligne. Donc ça, c'est simplement des histoires de facilité budgétaire de la métro. Alors un petit peu les citoyens. Alors là, les citoyens, c'est justement dans le réseau que ce soit Enercop ou Énergie Partagée, on a des citoyens qui sont engagés et qui ont aussi leur propre réseau, et c'est ces gens-là qui seront les premiers et qui ont été les moteurs, parce que il faut toujours aussi, y compris moi-même dans ma commune de La Tronche, j'avais dans mon conseil municipal une personne qui connaissait, qui était dans ce réseau et qui m'a dit, ah ben, faut y aller, faut y aller. Et du coup, c'est aussi comme ça, par ces citoyens engagés, que les choses peuvent avancer, et qui sont eux ces citoyens engagés, donc qui peuvent interpeller les groupes de la métropole et pousser à ce que les choses se fassent. Et donc ça, je crois, c'est très important, ce rôle des citoyens. Qui vous est posé là, comment ont été choisis les citoyens dans le conseil de gouvernance, ou est-ce que tout citoyen peut participer à la gouvernance? La réponse est... Oui, je vois la question. Donc l'Assemblée générale aura lieu à l'automne, et pour l'instant, seront à l'Assemblée générale les citoyens qui s'engagent à financer le projet, qui prennent des actions. Donc là, c'est leur propre choix eux-mêmes. Et donc l'Assemblée générale va susciter des candidatures pour le comité de gestion, et puis c'est les citoyens entre eux qui, soit il n'y en aura que 5, et donc là, ils pourront être tous élus, et s'il y en a plus, il faudra que ce soit le vote de l'Assemblée générale qui les désignera. Il n'y a pas spécialement besoin d'adhérer à une association. J'ai parlé tout à l'heure de l'association L'Aglo, qui est une association d'union de quartier sur la métropole, qui était au début, et puis finalement elle s'est un peu retirée faute de temps à passer dans ce projet. Donc il n'y a pas d'obligation d'adhérer à une association. Donc le rôle des citoyens, donc d'abord prendre des parts s'ils le désirent, et puis proposer aussi leur toiture. Simplement, la contrainte qu'il y a, c'est pour que le projet aussi soit rentable, même si maintenant les coûts du photovoltaïque baissent, c'est qu'il faut que le toit soit suffisamment grand, et puis qu'il n'ait pas d'obstacles comme des cheminées ou des petites fenêtres de toit, pour que les choses puissent être faites correctement, et puis qu'il soit aussi bien orienté. Donc
C'est pour ça que c'était plus facile de trouver dans un premier temps les toits de collectivités locales qui ont un peu par définition, quand c'est des toitures d'écoles ou d'églises, des toitures plus vastes à mettre en place. Donc là, quand sur la slide, on voit la pondération des collèges. Donc ça, c'est les droits de vote. Est-ce que donc vous nous avez bien mentionné que la métropole de Grenoble a investi 20 000 euros sur un capital de 60 000. Est-ce qu'il est possible est-ce que il est déjà possible de nous présenter la répartition du capital? Et notamment si vous avez déjà, enfin la énergie citoyenne a déterminé un montant en particulier pour les citoyens qui peuvent participer. Est-ce que c'est 30 000 euros pour les citoyens? Est-ce que c'est plus? Est-ce que voilà, vous avez déjà déterminé les différents montants de participation au capital des parties prenantes? Non, mais en plus, je crois pas qu'il n'y a pas de limite, mais l'idée, je crois que c'est de pouvoir démarrer une fois que 60 000 euros sont réunis. Donc la métro met 20 000, la ville de Grenoble, je crois, met 10 000, donc la ville de La Tronche 1000, et donc les autres communes à peu près la même chose. Et après, justement, l'idée, c'est que on a suffisamment confiance aussi et on connaît suffisamment de personnes qui ont décidé de participer pour être à peu près sûr qu'on aura au moins les 60 000 à l'automne. Mais après, il n'y a pas de limite haute. Si on est, plus on pourra faire de projets et les choses pourront se faire aussi progressivement dans le temps. Est-ce que dès le départ, il y a des acteurs privés? Là, on voit dans la pondération des collèges qu'il est indiqué personne morale. Est-ce que oui, il peut y avoir des institutions. Alors, j'ai pas forcément tout le détail sur les personnes morales. Il faudrait que je retrouve comment dire, D'accord. Le détail. Ça pourrait être, comme il y a souvent dans ces projets, la caisse des dépôts, des choses comme ça. Mais on n'a pas spécialement non plus regardé du côté des distributeurs d'électricité ou autres. Mais bon, là, je ne peux pas vous répondre très précisément. Il faudrait plutôt interroger Enercop qui a travaillé plus en détail sur les. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que la collectivité a mis en fait à disposition des compétences techniques? Quelles ont été les compétences techniques des collectivités pour ce projet? Alors là, les compétences techniques, non, c'est Enercop qui les met, parce que typiquement, je donnais l'exemple de notre commune de La Tronche où on va proposer 4 toits. Donc actuellement, donc Enercop, en attendant que la SAS soit créée à l'automne, donc c'est Enercop qui a missionné donc un professionnel donc du photovoltaïque pour venir étudier nos toits, vérifier la faisabilité, parce que donc il faut vérifier que le toit va bien, mais aussi qu'on puisse quelque part mettre une armoire électrique avec des onduleurs et tout ce qu'il faut pour faire le raccordement au réseau. Donc cette partie technique, elle est traitée par Enercop et pas par les collectivités. Alors là aussi, pour clarifier les choses, et y compris c'est des questions qui me sont posées par mon conseil municipal, la commune ne fait rien d'autre que mettre à disposition le toit et puis une prise de participation donc au capital, mais sinon la partie technique, installer la toiture photovoltaïque, faire le raccordement, tout ça est pris en charge par la SAS. L'autre question, je vois sur la concurrence avec les sociétés privées. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut se faire. Et puis, c'est le choix après des particuliers et c'est à nous peut-être de faire suffisamment de publicité à ce projet pour montrer que dans l'économie sociale et solidaire, on peut faire des choses qui fonctionnent et que il y a les privés, mais ça, ils peuvent aussi le faire. On est dans cette économie où on a à la fois des partenaires, des sociétés privées, et puis cette économie sociale et solidaire
où on voit là tout l'intérêt avec cette présence à la gouvernance de pouvoir monter des projets dans ce cadre avec coopérative et puis les citoyens qui peuvent participer. Bien, est-ce que... Oui, voilà, il y a la question aussi sur la mise à disposition. Donc, effectivement, c'est pas tout à fait gratuit. Donc, la durée de mise à disposition, la convention qui est signée entre la commune et NERCOP, c'est mise à disposition pendant 20 ans avec une redevance annuelle qui est de l'ordre d'une centaine d'euros. Là aussi, pour qu'il y ait une marque quand même qu'il y ait une compensation, mais qui est un peu symbolique pour la commune. Et au bout de 20 ans, ce qui est prévu, c'est que le contrat s'arrête et la commune peut soit faire enlever le toit, soit c'est elle qui, à ce moment-là, au bout de 20 ans, recevra directement les dividendes qui viennent de la vente de l'électricité. En tout cas, il y a un engagement sur 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment les revenus de la vente d'électricité vont être répartis? Ils sont remis à la SAS et le but, ils sont pas. Donc il y a une redevance pour les hébergeurs de toiture et ensuite l'idée c'est de pas de donner des dividendes au conseil de gestion, mais de tout réinvestir dans des nouveaux projets. On est là aussi dans l'énergie, dans l'économie sociale et solidaire où le but c'est pas de faire des bénéfices, mais c'est de pouvoir vraiment développer de nouveaux projets. Une question sur les sans-toiture. C'était une question au tout début. Pourquoi choisir comme objectif d'installer sans toiture? Est-ce que c'est un choix économique justement pour pouvoir avoir un modèle économique qui tient et qui soit pérenne? C'était aussi pour être quelque chose qui soit significatif au niveau de la production d'énergie annuelle pour dire, et puis c'est un chiffre un petit peu symbolique pour dire, on sait que la France est très en retard sur les toitures photovoltaïques par rapport à d'autres pays, et pour se donner un objectif parce que et puis on sait qu'au début, il faut ce capital pour se lancer. Au fur et à mesure qu'il y en aura, on pourra en développer d'autres. On s'est donné là un peu des objectifs pour que ça devienne vraiment significatif et visible dans la consommation énergétique et dans les énergies renouvelables sur le territoire de la métropole. Le collectif de l'actionnariat a choisi le montage en société par action simplifiée. Dans les projets photovoltaïques, il est aussi possible de choisir un autre statut qui est donc la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Quelles étaient donc les contraintes de la SIC qui ont pu être rédhibitoires pour la métropole? Alors là, j'ai pas assez suivi le détail du montage juridique et du choix. Donc là, je peux pas vous répondre directement. Il faudrait plutôt interroger là les gens des NERCOP ou les gens qui ont directement suivi le projet. Donc, moi, j'étais pas assez proche de ce groupe de pilotage pour pouvoir vous répondre. Alors ensuite, sur la question d'après, donc l'électricité, donc elle est produite, on peut pas dire qu'elle est produite par la SAS, mais elle est vendue directement à EDF. Donc les toitures photovoltaïques vont être reliées au réseau maintenant le réseau c'est pas d'EDF, c'est le réseau de Enedis, donc le nouveau nom de RDF, le réseau. Ensuite, c'est le prix de rachat, oui, c'est sans doute c'est le prix de rachat d'EDF, mais en tout cas, il n'y a pas de distinction, c'est le prix de rachat du marché, on peut dire, et je sais que ce prix de rachat dépend du type de toiture. Quand c'est une toiture, il y a une histoire de surface, c'est pour ça que la surface doit être suffisamment grande, et il y a une histoire de pente. Et on veut que les toitures photovoltaïques soient intégrées à la pente, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture de pente entre les panneaux solaires et le toit. Et
la grille de tarif de rachat dépend de ces conditions et on se met dans les conditions de rachat au tarif maximum, donc qui impose une certaine surface d'une part et puis que les panneaux solaires soient le mieux intégrés possible à la toiture. Voilà les contraintes un petit peu qui sont données pour le choix des toitures. Il est 13h18, il reste 2 questions. J'aimerais vous poser 2 dernières questions. On a passé en revue presque toutes les questions et pour celles qui n'ont pas eu de réponse, pour moi j'en ai 2 et notamment la dernière, on vous fera une réponse aussi par mail. Est-ce que 2 dernières questions. La première c'est est-ce que les collectivités, la métropole et puis les autres collectivités qui investissent dans le projet jouent ou ont joué un rôle ou joueront un rôle dans la mobilisation citoyenne? Ou est-ce que cette partie-là reste réservée, je dirais, à la mission des NARCOP Rhône-Alpes? Alors là-dessus, que ce soit la métropole sur son site internet ou sur son magazine mensuel va faire de la publicité. La ville de La Tronche fait pareil, donc on a mis les petits dépliants ou l'affiche dans nos différents lieux de la commune. Et puis sur notre site internet aussi, c'est des choses qui vont être mises en place. Donc on participe, parce que c'est l'intérêt justement des collectivités de développer si on s'y engageait aussi, c'est pour que ça fonctionne. Donc publicité, et puis par nos réseaux aussi qui sont activés là-dessus. Ouais, moi j'avais une dernière petite question. Dans la compta là, du budget de la métro, où est-ce qu'a été placée cette somme d'investissement? Les 20 000 euros là au capital. Je pense sur le budget sur le budget de l'énergie, puisque on a des lignes énergie. Alors bon, ça je pourrais vérifier, j'ai pas tout ça en tête, mais maintenant ça a été mis sur ces prises de participation. C'est quelque chose qui sont mis dans nos budgets, puisque là on a pu l'anticiper sur le budget 2016, puisque le projet a été en cours en 2015. Et je pourrais vous répondre de manière plus précise en regardant exactement la ligne budgétaire. C'est passionnant. Il reste une avant-dernière question parce que elle colle vraiment au sujet du webinaire et puis il faut qu'on laisse aussi du temps pour Vincent Guay. C'est la question du risque d'investir, même si elle est bien maîtrisée et aussi faible. Est-ce que ça a apporté un débat au sein de la métropole, de dire bon bah voilà, en tant que métropole, on est investisseur aussi et donc acteur économique sur ce projet-là? Alors ça n'a pas posé de grands débats, d'autant plus que la métropole a déjà des responsabilités, notamment avec la compagnie de chauffage qui est de la responsabilité de la métropole, y compris avec une partie qui vient du chauffage, une partie c'est l'incinération des déchets urbains. Donc on est déjà, nous métropole, on a déjà des actions concrètes dans l'énergie, et donc d'en faire un petit peu plus, c'est quelque chose qui n'a pas suscité de grands débats. Et on a actuellement, je sais que d'autres communes, justement j'ai cité tout à l'heure les communes ou les villages de montagne, il y a une commune qui va mettre une microcentrale hydroélectrique dans laquelle, là aussi, la métropole va participer. Donc, c'est un autre exemple de prise de participation directe de la collectivité dans des actions qui concernent l'énergie, avec donc directement l'investissement dedans. Alors, c'est vrai que c'est maîtrisé et c'est faible, mais c'est quand même un soutien significatif et qui montre justement la volonté de la métropole, la volonté politique d'aller dans ce développement des énergies renouvelables, et puis de le faire, l'intérêt là aussi c'était de cumuler ces problèmes d'énergie, mais aussi ces problèmes de coopérative et d'énergie et d'économie sociale et solidaire, qui sont des axes importants du développement qu'on veut porter au niveau de la métropole. Une dernière question cette
aussi pour clôturer votre intervention, quels sont les conseils que vous voulez transmettre aux élus et aux collectivités? Pour la plupart des participants, la plupart des participants à ce webinaire sont des agents territoriaux et des élus. Donc, voilà, quels seraient les conseils à leur apporter? Alors, c'est de trouver un bon porteur de projet, comme l'a été Enercop, et puis des relais citoyens qui poussent à ce que les choses se fassent, et puis après, que les élus puissent porter la volonté politique. Mais au départ, il faut vraiment, parce que les services de la métropole, on est toujours un peu le nez dans le guidon et d'en faire dans le quotidien, donc il faut vraiment qu'il y ait cet apport extérieur qui puisse aider. Et puis on a, c'est vrai que sur Grenoble, il y a tout un réseau de personnes et d'associations. Voilà, donc trouver les bons relais. Bandler, bon, je pense qu'on aura encore quelques questions, donc peut-être qu'on refera un webinaire, puis aussi de retour une fois que le projet sera en service. Ce sera très intéressant. Je vous propose donc d'éteindre votre webcam et puis on va passer la parole à Vincent Guay, qui est donc l'élu de la commune de Crolles, qui va nous faire part de son expérience aussi en tant qu'élu, puisque sa commune a participé, a investi dans un projet donc de centrale villageoise. Donc les centrales villageoises du Grésivaudan, toujours dans l'Isère. Là, on fait la part belle à la région Rhône-Alpes-Auvergne et on donnera la parole à d'autres élus pour les prochaines fois dans d'autres régions. Voilà, donc Vincent, vous avez 20 minutes pour pouvoir présenter ce projet-là pour ensuite enchaîner sur des questions. Merci. D'accord, merci. Donc bonjour à tous. Donc en effet, il va y avoir des similarités en fait avec le projet solaire d'ici, mais également aussi des choses différentes. Alors c'est toujours un peu difficile pour un élu de présenter un projet qui, pour nous, est quand même d'abord une dimension citoyenne et de démarche citoyenne. Mais en effet, et on le verra, et ça fait partie de la présentation, je vais passer vite là, pour aller juste là, sur la place des collectivités. Je pense qu'en tout cas, dans notre projet, la place des collectivités, c'était d'abord d'initier, d'amorcer, d'accompagner le projet, puisque c'est quand même les collectivités qui ont amené et qui ont impulsé la démarche, mais avec la forte volonté quand même de laisser l'initiative et la gouvernance en fait du projet à une force citoyenne et lui permettre à la fois d'émerger et de prendre vraiment la gouvernance de ce projet. Et puis ensuite, le rôle de la collectivité ne s'arrête pas, elle va continuer à accompagner le projet, bien sûr, et puis un point qui est très important, en tout cas dans notre projet, c'est la mise à disposition des toitures, en fait, par ces mêmes collectivités. Alors, je vais quand même revenir en arrière, du coup, pour revenir de quoi on parle, en fait, quoi. Donc, notre projet, le projet donc de la SAS Grésy 21, donc centrale villageoise du Grésivaudan, c'est un projet collectif sur l'ensemble du Grésivaudan pour la transition énergétique, donc qui va d'abord consister à mettre en place des énergies renouvelables. Et on va commencer par le photovoltaïque parce que c'est quand même cette énergie qui est la plus facile à mettre en œuvre, à démarrer. Et puis, on a également l'idée de pouvoir faire de l'hydraulique. On va aussi vouloir accompagner les économies d'énergie. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même un des objectifs qu'on se fixe. Dans l'idée, ça doit se faire dans une idée de développement économique local. Donc, il y a une dimension aussi relocalisation de l'économie, en fait, et que l'énergie serve aussi à ça, mais avec des investissements de type éthique, on verra ce que ça veut dire pour nous, et qui permet d'associer l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, c'est aussi une dynamique de territoire, donc qui associe les citoyens, les collectivités, les associations, les entreprises. Et ça a été aussi au départ du projet, et ça se retrouve aujourd'hui très présent. Donc ça, c'est le projet. Alors, comment ce projet est né? Alors, il n'est pas né comme pour Solaire d'ici d'un acteur économique, mais il est né plutôt d'une idée, en fait, de se dire
à la fois notre programme, je dirais, sur Kroll, on avait envie de participer à ce développement des énergies renouvelables, hein, en plus de travailler sur l'isolation des logements sociaux ou travailler sur les économies d'énergie, hein, l'extinction nocturne, par exemple. Donc ça, c'était ce qui venait de Kroll. Et puis, du côté du Grésivaudan, une démarche en fait de plan climat-énergie territorial, avec la volonté d'aller vers un plan TEPOS. Et donc ça, c'est deux choses qui se sont rencontrées. Je cherchais vraiment une initiative en fait pour continuer à développer les énergies renouvelables sur le territoire, mais que ce soit pas les collectivités qui investissent, mais que ce soit également, parce qu'on l'avait déjà fait, hein, on avait déjà équipé des toits de gymnases, de choses comme ça, fait des chaufferies bois, mais que ce soit l'occasion de mobiliser les citoyens autour du thème de la transition énergétique. Donc, et c'est là où donc Anne Forêt, qui est chef de projet sur le plan climat-énergie territorial, m'a transmis l'information des centrales villageoises. Et on a commencé donc avec les élus de Kroll, avec la communauté de communes et avec Rhône-Alpes Énergie Environnement. Regardez qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce domaine-là, donc de créer un projet de centrale villageoise qui associerait les citoyens, les collectivités, les acteurs du territoire pour le développement d'énergies renouvelables. Donc à partir de là, nous avons été démarcher nos communes voisines en fait pour voir avec qui on pouvait faire ce projet et on est démarré sur un territoire de 5 communes donc qui sont assez différentes, hein, des communes de vallée, un peu industrielles et puis des communes de montagne en fait plutôt de type village. Voilà, donc et ces 5 communes, donc, on s'est retrouvés ensemble et on a décidé d'essayer d'aller dans cette direction-là, avec l'idée d'en faire un projet citoyen. Et donc, on a commencé tout de suite par des réunions publiques d'information, avec l'aide, donc, bien sûr, du Grésivaudan, mais l'aide aussi de l'AGEDEN, hein, donc, qui est l'espace info-énergie, en fait, qui est actif sur le Grésivaudan, qui nous a fait l'appui technique, en fait, et qui nous a aidé à monter ces réunions. Donc, nous avons monté 2 séries de réunions publiques qui ont mobilisé énormément de personnes. On a été nous-mêmes surpris par le nombre de personnes qui se sont mobilisées tout de suite en fait sur ce projet-là. Et à la suite de ces réunions, nous avons donc lancé des groupes de travail sur le repérage des toitures, donc un groupe toiture, un groupe communication, recherche de citoyens investisseurs, donc qui a fait tout un travail de communication, un groupe société qui a travaillé sur les statuts de la société et la forme juridique qu'elle pourrait prendre, et puis un groupe animation qui a du coup coordonné en fait l'ensemble du travail de ces différents groupes. Les réunions publiques ont eu lieu en octobre et novembre 2015, et puis nous sommes allés donc à l'issue du travail de ces groupes, c'était en mars 2016, il n'y a pas très longtemps, on va dire, sur le fait de refaire une plénière et de proposer des options sur les statuts de la société, sur ses valeurs, sur sa démarche, à l'ensemble des personnes qui avaient marqué leur intérêt. À la suite de quoi, on a lancé la constitution de la société. On a trouvé rapidement 170 actionnaires, on a mobilisé 150 000 euros de capital, 120 000 euros qui viennent des citoyens, à peu près 30 000 euros qui viennent des communes. Alors, les communes, pour les citer, donc c'est Kroll pour une des communes de la Plaine. La deuxième commune de la Plaine, c'est Bernin. Et puis, on a 3 communes, en fait, du plateau des Petites Roches, donc Saint-Pancrace, Saint-Hilaire-du-Touvet et Saint-Bernard-du-Touvet. Voilà, donc à l'issue de la création de cette société, nous sommes là en train de finaliser le choix du bureau d'études qui va nous accompagner et on a déjà à peu près 16 toitures sûres et on voudrait tout de suite démarrer. On a les moyens en fait de démarrer à peu près 25 toitures à peu près quoi. Donc voilà pour je dirais l'origine et le déroulement de ce projet. Sur les orientations prises et on y reviendra aussi dans nos valeurs en fait quoi. Nous avons choisi d'adhérer à la charte des centrales villageoises. Et, donc cette centrale villageoise, c'est une charte. Il y a déjà 14 centrales à ce jour. Il y en a au moins 6 ou 7 qui ont déjà démarré, qui sont en production. Et, du coup, il y a un gros travail d'énergie et environnement sur à la fois le statut des sociétés pour faire ces activités, je dirais, de projets citoyens d'énergie renouvelable. Et puis tout un tas d'outils en fait, hein, avec des modèles techniques, technico-économiques,
ont bénéficié de toute cette expertise. Donc ça, c'était un des points. Bien. C'était l'idée d'une gouvernance citoyenne, d'un lien fort entre la société de projet et les collectivités locales, le respect du patrimoine naturel et bâti, l'idée de créer du développement local et d'avoir un partage des richesses qui allaient être créées dans ce processus. Voilà, donc ça c'était vraiment un des points premiers, puis on pourrait y revenir après dans les questions. Et puis donc ça ne créait pas tellement de contraintes, parce que de toute façon c'est des contraintes qu'on avait décidé nous, de toute façon, d'intégrer dans nos statuts, donc ça nous gênait pas. Le territoire de la société, ça a été un grand débat, on va dire, entre tous les citoyens, là, dans les 40 citoyens qui ont participé aux différents groupes de travail. Savoir est-ce qu'on restait sur ces 5 communes, ou est-ce qu'on passait à l'échelle du Grésivaudan. Donc l'échelle du Grésivaudan, comme vous voyez, est beaucoup plus grande, 46 communes, regroupant 100 000 habitants, avec un territoire de plaine, avec des communes plutôt industrielles, et puis un territoire de montagne en fait très important en fait, puisqu'on est une vallée avec deux territoires de montagne. On a choisi plutôt, après le long débat, l'idée de faire une seule société de projet, et puis de faire un déploiement ensuite sur le territoire, ce qui éviterait de recréer une société, et puis d'avoir du coup une vraie logique d'accroche au plan TEPOS en fait du Grésivaudan. Ça va pas de soi, parce qu'après, évidemment, il faut remobiliser les citoyens, mais en disant que des options sont déjà prises. Donc, on est en train de commencer ce travail là sur les deuxièmes phases, et donc on pourrait y revenir, mais c'est un des points importants sur un projet citoyen, de trouver cette bonne échelle qui fait que les citoyens arrivent à se reconnaître dans ça et dans cette gouvernance. On prévoit le déploiement sur d'autres énergies. On a une idée sur un projet possible de micro-hydraulique sur le plateau des Petites Roches, donc, qui est encore embryonnaire, mais qui pourrait marcher. Et puis, on a tout de suite décidé que on voulait que les collectivités puissent être présentes dans la société et du coup assure aussi une certaine garantie en fait sur l'évolution des valeurs en fait de la société, de garantir que cette société elle n'est pas dérivée en une société qui ferait de l'argent ou quoi que ce soit. Donc les collectivités ont vraiment ce rôle quand même d'être la garante des valeurs, et c'est pour ça que, on va y revenir sur notre gouvernance, nous avons aussi choisi de trouver des solutions pour renforcer le poids des collectivités. Voilà les grandes orientations, je ne vais peut-être pas trop m'étendre. Nos valeurs, j'en ai parlé, donc c'est vraiment, et ça c'est important parce que sur un projet citoyen, je pense que c'est sur les valeurs en fait que les gens vont pouvoir se reconnaître et pouvoir savoir s'ils veulent faire partie ou pas de ce mouvement et de cette société. Donc là, la première chose, c'est la transition énergétique, c'est de participer à ce mouvement de transition énergétique. Le deuxième point qui était important pour nous, c'était le développement économique local, relocaliser l'économie. Donc ça va se traduire dans le choix des panneaux, ça va se traduire dans le choix des partenaires qui vont nous accompagner, cette idée du local, cette idée aussi de l'investissement éthique. Donc on a mis dans nos statuts qu'on réinvestissait au moins 40% de nos bénéfices sur le territoire, en plus de la réserve légale, qui est dans la SAS de 5%. Donc, on a aussi limité, par exemple, la redistribution des bénéfices aux actionnaires avec une rentabilité maximum de 5% en fait de bénéfices distribués par part. L'implication citoyenne, qui est fondamentale, notre gouvernance est essentiellement citoyenne, et donc nous avons une gouvernance coopérative sur le principe d'une personne, une voix. Et donc ça c'est vraiment aussi très important, et aussi de garder quand même un impact d'action pédagogique sur le territoire. Et puis le lien avec les collectivités, puisque bien qu'étant citoyen, on pense que le lien avec les collectivités c'est aussi une garantie de faire des choses qui ont du sens en fait dans la durée. Voilà, pour être un peu plus précis sur nos statuts, alors on va retrouver des éléments qui sont proches de Solaire d'ici. On pensait qu'on était innovant avec le fait d'avoir déterminé des collèges, mais je vois que d'autres y ont pensé aussi. Donc on est aussi sur une gouvernance d'une personne, une voix. On a des droits de vote qu'on a répartis à 70% pour les citoyens, à 25% pour les collectivités et à 5% pour les autres personnes morales. On pourrait y revenir, mais c'est ce qui fait que les collectivités, du coup, sont pas loin de pouvoir vraiment tenir les valeurs, parce qu'elles sont pas loin de la minorité de blocage, mais elles l'ont pas elles toutes seules, et c'était aussi une volonté en fait du processus citoyen, c'est que les collectivités puissent pas bloquer non plus le fonctionnement de la société à elles toutes seules. Voilà. Donc
il y a l'achat et la revente des actions au coût nominal des actions, c'est-à-dire qu'on a fixé l'action à 100 euros et la société, si elle reprend les actions, c'est à 100 euros. Donc, et ça a été important pour nous de dire, ce n'est pas une opération capitalistique, hein, donc les actions ne se revalorisent pas, en tout cas si on les revend à la société, mais, voilà, on reste sur l'idée que c'est un projet citoyen qui vise à développer le territoire. La mise en réserve, je l'ai dit, rentabilité maximum du capital 5%, mais on voulait quand même avoir une rentabilité possible. On vise 3% en moyenne, on va dire, hein, sur la durée, de manière à attirer aussi des gens qui ne soient pas simplement des militants ou des convertis de la transition, mais aussi des gens qui se disent, bah, tiens, finalement, j'ai un peu d'argent, je pourrais très bien aussi investir, c'est quand même un petit peu mieux que la caisse d'épargne, mais c'est pas non plus le jackpot, donc c'était un peu cet équilibre qu'on a recherché. Non-distribution de dividendes pendant 3 ans, parce que la société a besoin de démarrer et de pouvoir amortir sa phase d'investissement. Et puis, pas de revente au départ avant 5 ans pour stabiliser l'actionnariat. S'il y a des questions plus détaillées sur les statuts, je pourrais également commenter. Alors, la place des collectivités, je l'ai dit, c'est vraiment d'initier, d'amorcer, d'accompagner le projet. Bien sûr, par les chefs de projet et l'ensemble de l'accompagnement. Mais après, ça va être aussi de laisser cette place en fait à la gouvernance citoyenne, de manière à ce que les citoyens trouvent qu'ils ont leur place et que ça soit vraiment un projet citoyen. Et puis les toitures, parce que c'est quand même le nerf de la guerre là sur nos investissements sur le photovoltaïque. C'est quand même difficile de motiver les citoyens à mettre des toitures à disposition alors qu'on n'a pas beaucoup d'arguments. On en a, mais on va pas les payer très cher en termes de location. On va leur donner une installation qui marche, mais c'est dans 20 ans. Et donc, c'est un vrai travail en fait de motiver les citoyens et le fait que les collectivités mettent leur toiture à disposition, c'est vraiment une aide à la fois pour démarrer le projet et en même temps pour en faire l'exemplarité. Bon, ça j'en ai dit un certain nombre. Le soutien technique, donc pour nous, il est venu bien sûr du Grésivaudan, donc Anne Forêt au travers du PCAET. L'appui de la GEDEN, donc l'espace Info-Énergie, très important. Et puis l'appui des collectivités également au début, hein, pour tout ce qui est logistique, salle, etc., mais également pour les supports de communication, la capacité à éditer des flyers, des choses comme ça. Les collectivités ont énormément communiqué en fait. Les gens sont venus aux réunions publiques parce que les collectivités ont fait les annonces dans les journaux municipaux, parce qu'elles les ont mis sur leur site internet, parce qu'elles les ont mis sur les panneaux d'affichage des communes, et que ça a été relancé. Donc ça, bon, bien sûr les réseaux de chacun, mais vraiment là c'était vraiment quelque chose de très important également sur cet aspect-là, puisque mais on était quand même surpris de voir qu'il y avait vraiment une attente, puisque avec ces moyens-là qui sont pas non plus massifs, hein, on n'a pas mis des pubs à la télé ou voilà, mais on a quand même beaucoup de gens qui sont venus, ce qui veut dire que si les collectivités amorcent le processus, il y a quand même des citoyens qui ont envie de relayer et de s'investir. On l'a vu également dans nos groupes de projets, plus de 40 sites qui s'investissent pendant plus de 3 mois. C'est quand même quelque chose de très très important sur un territoire à notre échelle. En fait. Ensuite, la mise à disposition des toitures, je l'ai dit, l'investissement financier, donc 30 000 euros pour les 6 collectivités. Donc le Grésivaudan qui a mis 10 000 euros, la commune de Crolles a mis 14 000 euros, la commune de Bernin a mis 5 000 euros, pardon, 3 000 euros, la commune de Saint-Pancras a mis 1 000 euros, Saint-Bernard-du-Touvet a mis 1 500 euros et Saint-Hilaire 300 euros. Donc c'est des sommes importantes aussi pour des petites communes et qui ont montré que cet engagement financier au travers du soutien du projet au travers de cet engagement financier. Bon, ça j'en ai parlé, la location, enfin les salles, on n'en est pas encore à faire l'emprunt. Là, la société a été créée en fait en mai. Là, on a signé les statuts fin avril. On a créé la société, créée effectivement depuis 3 semaines. On va solliciter bien sûr les collectivités pour prendre des cautions sur les emprunts bancaires partiels, si elles l'acceptent, mais je pense qu'il y a des collectivités qui seront d'accord pour le faire. Les collectivités ont la place dans la gouvernance. Ils ont 4 sièges sur les 15 du conseil de gestion. Au départ, on a démarré avec 3 collectivités présentes sur les 12 du conseil de gestion. Donc, c'est important de voir que notre conseil de gestion est déjà constitué avec 9 citoyens, en fait, enfin 8 citoyens vraiment citoyens, une personne morale qui est une cigale, en fait, centre d'investissement, enfin une collectivité d'investissement,
Et puis donc 3 collectivités parties prenantes. La collectivité permet également, puis après je vais m'arrêter pour qu'on ait du temps pour les questions, hein, de mobiliser en fait des recherches de financement, et ça nous a, enfin, le Grésivaudan nous a beaucoup aidé, et AGDN, pour mobiliser, à faire répondre à un appel d'offres région, prendre des contacts avec OSE, avec la BPI, qui sont pas des contacts encore concrétisés, mais on pourrait peut-être réussir à travailler avec OSE. Et puis le dernier point aussi, c'est la convention avec Enedis, le CEDI, qui est le syndicat d'électrification de l'Isère, Grésy 21 et le Grésivaudan, pour faciliter les processus de raccordement et s'assurer qu'en effet, techniquement, on ne va pas se retrouver avec des impasses sur les toitures qu'on a déjà identifiées. On a déjà 16 toitures de prévues, donc c'est là, on est en train de vérifier avec Enedis qu'elles ne poseront pas de problème de raccordement avant d'avoir démarré les études, puisque notre bureau d'études devrait commencer d'ici une quinzaine de jours, peut-être même la semaine prochaine, en fait, à travailler sur nos toits. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé, donc juste dire que pour l'instant, la mobilisation citoyenne pour nous, c'est un succès, bien sûr. La thématique des énergies renouvelables est devenue visible parce qu'on a beaucoup communiqué, toutes les communes, sur ce projet. La production va être significative, on pourra en parler, mais c'est aussi très important. Les investissements sont déjà largement supérieurs à ce que les collectivités auraient fait toutes seules. Ça, c'est aussi sans doute une réalité. Et par contre, sur le processus de déploiement, il est en cours de construction. Il y a des fortes demandes des communes, mais il faut qu'on trouve ce processus pour réussir à associer, à maintenir l'investissement, enfin l'implication des citoyens dans toutes les phases. Voilà. Et je suis ouvert donc du coup à vos questions. Merci. Vincent, merci pour cette présentation qui est très très claire et très intéressante. Donc on a plusieurs questions. Je vais commencer sur le succès justement de la mobilisation. Donc 120 000 euros qui ont été collectés auprès des citoyens et 30 000 euros avec les 5 communes. On voit que toutes les communes ont été vraiment proactives et ont participé à la communication et à la mobilisation autour de ce projet. Est-ce que vous voyez d'autres facteurs qui expliquent ce succès dans la mobilisation locale et la mobilisation financière aussi de ce projet? Je pense que il y a la volonté des gens qui sont impliqués au début et l'envie de communiquer. Donc ça, bien sûr, parce que c'est la communication des collectivités qui a permis de rendre visible. Le fait que ce soit les collectivités qui proposent ça, c'est aussi quelque chose de très rassurant en fait aussi pour les citoyens. Donc on a vu des citoyens qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans des associations de convaincus de la cause écologique ou de la transition énergétique. Aussi parce qu'ils se sont dit, bah oui, tiens, la commune invite aussi à venir se renseigner là-dessus. Donc ça a quand même un poids, je dirais, l'idée de la commune. Mais je pense que quand même sur notre territoire, avec les actions du plan climat, avec les actions d'un certain nombre des communes qui avaient déjà elles-mêmes investi dans les énergies renouvelables et communiqué autour de ça, des communes du plateau qui sont quand même très sensibilisées aux questions de transition énergétique et de l'ensemble comment dire, des enjeux environnementaux, la population était aussi, je pense, assez mûre en fait pour recevoir ce message. C'est lié à la mobilisation qui a été posée aussi. Donc on voit que ça a permis de rallier des citoyens qui n'étaient pas forcément habitués à s'engager dans ce type de thématique. En tout cas, est-ce que ça a permis aussi de rallier d'autres acteurs, des acteurs économiques ou d'autres partenaires sur le territoire? Pour l'instant, on a assez peu d'acteurs économiques qui se sont manifestés. Je dirais, les acteurs économiques qui sont manifestés parce qu'ils font partie du territoire, comme des commerçants qui se sont dit, bah tiens, pourquoi pas, est-ce que mon toit pourrait être intéressant? Donc on a eu ça. Par contre, des professionnels du secteur se sont plutôt proposés des fois en tant que citoyens à participer en fait à l'action bénévole pour apporter leurs compétences. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important en fait dans notre groupe de projet, dans notre conseil de gestion. On a des gens qui sont des spécialistes du photovoltaïque, donc on est vraiment très très équipé techniquement, ce qui est aussi une force, cette force citoyenne qu'on n'aurait pas dans les communes en fait comme ça spontanément. Mais on n'a pas beaucoup d'acteurs du PV ou de choses comme ça qui se sont manifestés auprès de nous. Bien sûr, on a déjà contacté Énergie Partagée. Voilà, on a des acteurs plutôt institutionnels, on va dire, mais des acteurs des locales un peu moins.
donc un capital de 150 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous préciser la part du capital dans l'investissement global, c'est-à-dire que à combien s'élève l'emprunt et quels sont ou quelle est là où les banques qui ont octroyé cet emprunt? Alors, nous ne sommes pas en phase d'emprunt, puisque pour l'instant nous sommes en train de finaliser notre choix de toiture. Et puis donc on fait rentrer notre bureau d'études, on va finaliser complètement l'étude et on va choisir notre installateur. Quand on aura choisi l'installateur, ça va être à l'automne, enfin septembre à peu près quoi. Là du coup on aura un dossier complet et on pourra vraiment finaliser notre négociation avec les banques. Pour l'instant nous sommes en contact avec 3 banques. Nous avons contacté la Banque Populaire des Alpes qui a déjà financé des centrales villageoises, qui connaît bien le processus, qui avait l'air très intéressé et très OK pour nous suivre. Nous avons le Crédit Mutuel, en fait, quoi, et bien sûr la Nef que nous avons contacté, mais qui, dans cette première phase, pouvait pas héberger notre compte facilement, mais qu'on recontactera dans la phase d'emprunt. Donc l'emprunt n'est pas contracté. Par contre, nous comptons avoir un effet de levier à peu près de 75%, c'est-à-dire 25% de fonds propres, 75%. Donc on devrait être un projet à peu près à 600 000 euros à peu près en épure, 150 000 en fonds propres, 450 000 en emprunt, ce qui permettrait de couvrir notre investissement à hauteur d'une 25 toitures à peu près, quoi. Une question aussi, donc on voit que les communes investissent dans le projet et sont à l'initiative du projet. Est-ce que les communes ont subventionné notamment la GEDEN? Est-ce qu'il y a eu d'autres manières en fait de pouvoir de s'impliquer dans le projet et aussi indirectement en soutenant les structures locales? Alors du coup, bien sûr, la GEDEN a été financée par le Grésivaudan, donc dans le cadre du plan climat et du processus TEPOS. Donc du coup, la GEDEN a pu nous accompagner sur les réunions publiques et également accompagner nos différents groupes de projets. Donc ça, c'était très important. On a eu du temps aussi du Grésivaudan, donc de Anne Forêt, en fait, pour nous accompagner et nous aider. Donc ça, c'était très important aussi. Et les communes, le Grésivaudan aussi a payé des supports de communication. La commune de Crolles aussi a fait travailler des ressources internes, graphistes, choses comme ça, pour faire des supports de communication. Donc voilà, c'est à peu près. Ok. On voit donc vous présentez la répartition des voix. Les 5 communes ont 25% des droits de vote. Donc ce n'est pas la minorité de blocage. Ce qui veut dire que en fonction de l'évolution du projet, s'il y a des orientations qui sont un peu contraires à votre volonté, ce sera difficile de pouvoir avoir une implication claire en termes de décision sur la manière dont va s'orienter la société locale. Est-ce que ça a fait débat avec les élus? Est-ce que ça a été l'objet de débats par les élus au moment de la prise de décision des 5 communes de ne pas intervenir et en minorité de blocage et donc à 25% et non 33%? C'est pas tellement. C'est marrant votre question parce que c'est vrai que c'est posé dans l'autre sens en fait, quoi. C'est surtout des sujets qui ont été débattus au sein du collectif de citoyens parce que c'est lui qui a travaillé sur les statuts de la société en fait, ce collectif de citoyens. Moi, en tant que membre de ma commune, membre de l'exécutif de ma commune, en fait, quoi, c'est pas quelque chose qui nous a vraiment interpellés. On avait décidé d'investir en fait dans les énergies renouvelables et on a dit bah voilà, il se monte une société de projet, on va la soutenir, on est là aux côtés d'elle et on va la soutenir en fait quoi. La question de la gouvernance paraissait quand même relativement secondaire en fait quoi pour les élus. C'est important qu'on soit présent quelque part, on va dire. On savait bien qu'on aurait une place à un moment donné, les collectivités en général, mais on s'est pas posé ces questions à ce niveau-là. C'est surtout dans le groupe citoyen que du coup on se posait cette question de la gouvernance et de l'équilibre de cette gouvernance. Bien sûr, il y avait des gens qui plaidaient plutôt pour dire bah, c'est un projet citoyen, donc c'est les citoyens qui doivent piloter. Et puis d'autres qui disaient mais les communes, enfin les collectivités en général, hein, Grésivaudan et les communes, c'est quand même aussi un point d'appui pour garantir que le projet ne dérive pas. Après, on ne cherche pas à se faire peur non plus. La plupart des gens qui sont rentrés dans ce projet aujourd'hui, ils ont quand même des valeurs et c'est ça qui nous rassemble en fait quoi. Et
25% pour les communes, il n'y a pas besoin de grand-chose pour arriver aux 33%. Il suffit de mobiliser même pas 10% des citoyens, 10-15% des citoyens. Donc c'est pas voilà. Après les communes, faut pas penser que c'est quelque chose de monolithique. Aujourd'hui, les communes elles ont une politique, demain elles peuvent en avoir une autre aussi. Et c'était aussi le risque pour les citoyens de se retrouver dans un processus inverse, de dire si les communes elles ont des volontés qui nous échappent, comment on fait pour s'en sortir? Une question qui porte justement sur les conditions d'entrée et de sortie des collectivités dans la société de projet. Comment c'est contracté dans un pacte d'actionnaires et quelles sont les conditions dans les statuts? A priori, c'est ce que me dit Jean-Éric. Est-ce que vous pouvez préciser les conditions d'entrée et de sortie? Il n'y a pas de spécificité pour les collectivités par rapport aux autres actionnaires. Donc, les conditions d'entrée et de sortie sont les mêmes. Les conditions d'entrée, il faut qu'elles soient agréées par le conseil de gestion, puisque le conseil de gestion agrée les actionnaires. Et puis, les conditions de sortie, eh bien, c'est soit je revends mes parts à quelqu'un d'autre, et là, le conseil de gestion a un droit de veto. Il peut s'opposer à la vente à quelqu'un qui ne serait pas conforme à notre projet. Et puis, autrement, c'est la reprise par la société, donc le retrait de la société, donc la reprise par la société des actions, qui elle se fait en fonction du nombre de personnes qui veulent se retirer. Est-ce que notre capital ne descend pas en dessous du capital maximal et par décision de l'Assemblée générale. Les parts sont rémunérées ou est-ce que c'est le même schéma que pour Solaire d'ici? Il y a un réinvestissement total. Ouais, les parts sont rémunérées. On est obligé à un minimum de réinvestissement à hauteur de 40% plus de la réserve statutaire de 5%. Mais le profit maximal, on a des parts de 100 euros, donc le profit maximal distribuable est de 5 euros par part, puisque de 5% maximum. Et on vise une rentabilité à 3%. On n'est pas resté sur une rentabilité à 0, parce qu'on s'est dit que sinon on allait attirer que des gens qui étaient des convaincus, et ça nous permettait d'élargir un petit peu notre audience en disant vous pouvez venir mettre de l'argent dans la centrale villageoise en fait, et voilà, c'est participer au développement de votre territoire, la transition énergétique, mais en même temps vous perdez pas d'argent en fait. Alors il y a deux questions concernant le partenariat avec Enedis. D'abord, qu'est-ce que comprend la convention entre Enedis, Crédit 2021, le CEDI? Est-ce que c'est la facilitation et négociation tarifaire du coût de raccordement? Une question donc concernant Enedis que vous avez sollicité. Comment s'est passée la négociation par rapport à la demande de raccordement? Alors, avec Enedis, en fait, ça cette idée nous est venue du processus central villageoise en disant c'est bien de faire des conventions avec Enedis. Enedis était très très favorable à ça en fait quoi. Et donc on les a rencontrés, accompagnés par le syndicat d'électrification de l'Isère, le CEDI, enfin d'énergie maintenant il s'appelle de l'Isère, le CEDI. Et puis le Grésivaudan avait également eu des contacts. Son président avait déjà contacté en fait Enedis en fait en disant qu'ils étaient intéressés à participer à ce type de convention pour soutenir le projet. Et donc la charte, elle n'a pas d'avantage tarifaire, faut le dire tout de suite. C'est pas ça qu'on a négocié. Ce qu'on a négocié, c'est le fait que on puisse avoir un lien privilégié en fait avec des personnes en fait à Enedis et qu'on va pouvoir leur dire voilà, nous on pense à tous ces points de raccordement sur le réseau. Est-ce que ça et ils peuvent nous répondre très rapidement. Ce point il est vert, il n'y a pas de souci. Ce point il est orange, il faut qu'on regarde plus précisément. Et ce point il est rouge, ça marchera pas. Et donc ça nous permet de faire un gain, de pas explorer des toitures qui seraient pas très intéressantes, d'avoir une réponse qui se situe en amont de la demande de raccordement, qui nous évite un peu de travail quand même, des fois qui ne sert pas à grand chose, si on essaye de raccorder des toits qui sont pas bons. Très bien, merci. Il y a deux questions qui concernent nos deux intervenants, donc Vincent Gay et Bertrand Spindler. Donc Vincent, est-ce qu'il est prévu que Grésy 21 embauche des personnes à terme ou pour le moment, voilà, ça n'a pas été discuté de manière bénévole et par prestation. Donc, dans les statuts, de toute façon, le président ne peut pas être rémunéré.
Peut-être qu'un jour on aura besoin de salariés, mais pour l'instant c'est pas le cas puisqu'on va faire la maintenance par la société qui fait les installations. On fait tout ce qui est administratif de manière bénévole en fait, quoi. On a un comptable, voilà. Mais peut-être qu'à terme, avec l'ensemble du déploiement et quand on sera projeté dans les 46 communes du Grésivaudan, là on n'est que sur 5, on aura peut-être besoin d'assistance administrative et peut-être de reprendre des parties techniques à notre compte, mais pour l'instant c'est trop tôt pour le dire en fait. Alors, je peux répondre aux questions qui apparaissent là, si vous le voulez bien. J'étais en train de parler. Est-ce que, oui, je disais, est-ce que vous estimez que la loi sur la transition énergétique a facilité l'implication des collectivités locales, et en l'occurrence les 5 communes qui ont participé au projet des centrales villageoises du Grésivaudan? Alors, je dirais oui et non. Je crois qu'il est probable que les communes qui se seraient quand même engagées, on va dire, même si ça avait été une SAS et qu'elles n'avaient pas pu participer, elles auraient quand même, mais ce serait peut-être plutôt des élus qui seraient engagés personnellement dans le processus, voilà, et qui auraient fait le lien. Mais il y aurait eu besoin quand même d'un appui des communes. Maintenant, je trouve que ça clarifie beaucoup plus les choses comme ça. Ça permet aux communes d'être présentes financièrement et de montrer un vrai soutien. Et ça leur permet d'être vraiment présentes dans la gouvernance, qui est quand même un gros avantage pour tout le monde. Et là, je pense que c'est vraiment très, très important. Et je pense que ça va quand même nous aider au déploiement parce que c'est quand même, on aura une meilleure histoire à raconter aux autres communes, en fait. 2 dernières questions. Est-ce que vous pensez à l'autoconsommation? Est-ce que une fois les centrales villageoises en service, est-ce que la commune de Crolles, en l'occurrence, voilà, souhaite développer aussi des projets tournés vers l'autoconsommation? Alors, l'autoconsommation, dans le cadre de la centrale villageoise, on l'a pas envisagé parce qu'évidemment, il faut qu'on revende pour pouvoir gagner de l'argent. Là, c'est un problème d'équilibre économique. Sachant qu'on a souvent la question de dire, ouais, mais du coup, vous produisez de l'énergie, mais vous la consommez pas localement. C'est juste faux, puisque l'énergie, de toute façon, électrique, l'électron qui est sur le réseau, il va aller se faire consommer là où il y a de la demande, la plus près. Et si c'est dans la maison, il reviendra tout de suite, en fait, il viendra dans la maison d'à côté. Donc, il faut distinguer l'aspect du flux financier de l'aspect production locale et consommation locale d'énergie. Même comme ça, on est quand même dans une production locale et une consommation locale d'énergie. Sur la commune de Crolles, nous n'avons pas pour l'instant d'idée de travailler sur l'autoconsommation. Et la même question que Bertrand Spindler. Quels sont vos conseils adressés aux collectivités, aux élus et aux agents territoriaux pour faire de même, je dirais, et pour pouvoir faire en sorte qu'elles s'engagent dans la production décentralisée et territorialisée des énergies renouvelables? Moi, je pense que la première chose que j'aurais envie de dire, c'est si vous avez envie d'y aller, il y a plein de citoyens qui ont envie d'y aller. Donc, faites confiance à l'énergie citoyenne. Elle est là. Il faut juste aller la chercher, en fait, quoi. Et ça, c'est vraiment le point numéro 1. Les collectivités qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont peut-être pas beaucoup de capacités techniques, etc., si elles partent dans un processus citoyen, elles vont pouvoir déclencher quelque chose. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Faire confiance à l'énergie citoyenne et après l'accompagner. Et il faut trouver les manières de l'accompagner techniquement juste au début, en fait, quoi, sur cet aspect technique. Il faut utiliser les espaces info-énergie. Je pense que c'est le nerf de la guerre, en fait, quoi. Et si possible, si on a un PC AET un peu fort, si on est en TEPOS, ça aide aussi parce que du coup, ça permet de mobiliser l'ensemble. Merci beaucoup. Vincent Guay, merci à Bertrand Spindler aussi. Je vous propose de terminer ce webinaire. Alors, je vous ai ajouté en fait le site des centrales villageoises que j'ai remis avec le bon lien. Également une page sur le site d'énergie partagée qui est dédiée justement aux centrales villageoises, puisqu'en mars dernier, nous avons organisé 3 sessions sur le montage des centrales villageoises, donc la philosophie, la démarche, et puis des retours d'expérience concrets de territoires qui se sont engagés dans la production décentralisée des énergies renouvelables à travers la démarche et la méthode des centrales villageoises.
Voilà, je vous remercie beaucoup. Le webinaire a été enregistré, donc n'hésitez pas à le diffuser auprès de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres webinaires, notamment sur les outils de tiers financement, l'outil de tiers financement pour pouvoir financer des activités de maîtrise de la demande en énergie et puis plein d'autres choses de septembre à décembre prochain. Voilà, donc merci à vous tous et très bon après-midi. Au revoir.